La plus grande de nos richesses ne se mesure pas en millions. Nous vous faisons découvrir des ovnis pour vous permettre d'en devenir un, vous aussi. Sportifs, entrepreneurs, artistes, ils nous partagent chaque semaine leurs récits de véritables trésors d'informations. Let's go. Alors c'est ça, tu me dis, Arnaud dit, tu vas faire dans la ligne ce que t'as fait, mais du coup, je sais pas exactement ce que ça veut dire parce que j'ai pas toujours l'impression d'être dans une belle ligne de nage. Bienvenue, ça va, les amis? Ouais. Très bien. Bon, on a 3 personnes autour de la table. On est content de se retrouver avec Arnaud pour enregistrer cet épisode du podcast d'OVNI. Et Antoine, alors d'ailleurs généralement pour pas écorcher les noms, je demande avant d'enregistrer comment je le dis, mais je vais le dire. Je me jette. Moirou. 6 sur 10. Ouais, pas mal. Bon, ça doit être plus compliqué en anglais quand même. Moirou. Le Moirud. Moirud. Voilà, Antoine. Avec alors on va parler évidemment d'investissement, de VC, c'est quand même l'objectif ici sur ce podcast, et on va aussi parler un peu de parcours. Moi, ce que je trouve intéressant quand même, c'est l'approche que t'as, parce que t'as pas l'air bien vieux quand même, Antoine. Et t'as déjà une triple expérience, à la fois sales, à la fois tech, à la fois, sur pas mal de choses, et essayer de comprendre un peu ce que ça apporte aujourd'hui. Ce matin, j'avais pas prévu de parler de ça, mais j'ai fait un call avec des jeunes d'une boîte qui s'appelle, vous allez me dire si vous l'avez vu passer, je pense que oui, Delos, non? Dans l'IA. 2 frères. Et si, ça me parle. Je crois que c'est Harry Stebbings rentre dedans. Il y a Julien Codorniou, etc. C'est vrai, 2 frères. Et c'est vrai que des X. Il y a un X, en effet, son frère on rentre dans un monde en fait qui est quand même. J'ai eu l'impression qu'il y a des vagues. Il y a eu des vagues internet, la vague mobile qui a quand même changé pas mal de choses, et réseaux sociaux. Là, cette vague IA, en fait, je sais pas à quel point ça va tout balayer, et c'est quand même très compliqué à lire. Donc j'aimerais aussi qu'on parle un peu de ça, de voir un peu ton impression, vos impressions. Mais avant, si tu veux bien, Antoine, on te laisse te présenter. Avec plaisir, merci de m'avoir. Donc moi, Antoine Moirud, lyonnais de base. J'ai eu la chance de grandir à l'étranger quand j'étais plus jeune. C'est pour ça que je peux prononcer Moirud de manière très... Tu l'as en espagnol aussi ou pas, parce que... Oula, compliqué pour le coup. Mais j'ai vécu en Espagne, donc du coup, normalement, je devrais te l'avoir. Mais j'ai commencé, moi, avec des études de stats, et puis en fait, je me suis retrouvé, du coup, en start-up assez rapidement. En fait, à l'époque, pour la faire relativement courte, j'ai fait une année en prépa. Je me suis fait virer parce qu'on estimait que j'étais pas assez bon en maths. Et je me suis retrouvé à la fac avec pas mal de temps libre. Et quand on se retrouve à la fac avec pas mal de temps libre, on est confronté à 2 mondes différents. À la fac, pas mal de personnes qui sont là sans nécessairement savoir ce qu'ils veulent faire de leur vie. En prépa, il y a un esprit de corps qui est assez fort, et en tout cas une direction claire. Et les personnes qui étaient le plus proches de ça à la fac, c'était les personnes qui passaient du temps à l'incubateur. Et donc en fait, moi, j'ai passé du temps avec des gens qui faisaient des sacs à main, des gens qui faisaient des produits afro. Donc je traînais avec ces gens-là, et puis quand j'ai eu mon diplôme de stats, j'avais une licence de langue à côté en allemand, et je me suis dit je vais essayer de trouver quelque chose qui soit compatible avec allemand, donc en Allemagne, start-up et stats. Et je me suis retrouvé du coup en data science chez Flixbus. Donc quand Flixbus était en train de pas mal se développer, c'était à l'époque des cars Macron aussi en France, ça avançait. Belle boîte, juste pour comprendre en 2 secondes, data science en Flixbus, c'est quoi sur l'optimisation des trajets, l'optimisation des remplissages? Ouais, donc du coup, ce qui est de particulier avec Flixbus, c'est que peu de gens savent. Je peux faire 1 heure dessus, si t'es prêt, Antoine. Moi je déroule. Surtout que Flixbus, peu de gens le savent, mais Flixbus, en fait, c'est un petit fun fact. Je crois ils ont un seul bus qui est en Italie, parce que pour être un opérateur de bus en Italie, il faut détenir un bus. Okay. Et Flixbus, en fait, travaille avec des sociétés familiales et détient pas les bus. Donc ils font le branding, le network planning, la vente. C'est comme Uber. Toute la partie analytique. Ouais, en fait, d'une certaine manière, ouais. Et t'as toute cette partie analytique qui est gérée par une entité centrale qui était notre équipe, et qui, du coup, accompagne toutes les personnes autour de Flixbus pour leurs décisions en data. Et donc, je les ai rejoints là-dessus. Je suis pas resté bien longtemps. Je suis parti chez Dataiku, qui est donc une plateforme d'analyse de données en France qui s'est pas mal développée. Pourquoi tu restes pas longtemps à ce moment-là? T'as envie de multiplier les expériences? C'est quoi ton déclencheur? Non, pas particulièrement. Là, on va dire, comment dire? Je vais le dire de manière politiquement correcte. J'ai appris beaucoup avec l'équipe là-bas, mais l'ambiance n'était pas forcément celle
dans lesquels je voulais être. Et en fait, les 3 personnes qui bossaient en data avec le manager qu'on avait à l'époque sont partis dans un horizon de temps assez restreint. Et moi, en fait, entre-temps, à l'époque, j'avais automatisé des choses pour les équipes en interne chez Flixbus, mais j'avais pas de formation de développeur. Et donc, je passais en fait des petits snippets de code à des personnes pour leur faire gagner du temps, ce qui les intimidait pas mal. Le simple fait d'avoir un developer environment pour coder, c'était quelque chose qui les intimidait, même si ça leur faisait gagner 1h30 par semaine. Et donc, je me suis retrouvé dans cette situation où je vois Dataiku qui lève sa série A à l'époque, je crois, et qui met en avant le fait d'aider des personnes non techniques à bosser avec des gens techniques. Donc, de créer une interface visuelle drag and drop qui permet à des gens de bosser avec ça. Et donc, je me dis, tiens, c'est quand même un problème que moi j'ai vécu, ça vaudrait le coup de tester un peu. Et donc, j'ai rejoint Dataiku à cette époque-là sur Paris. Et c'est très bien passé, la boîte s'est beaucoup développée. Moi, je suis resté 2 ans, c'était de 40 à 200 personnes. Donc, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. On s'est développé en Allemagne, en Angleterre. Et après ce temps-là, en fait, j'ai voulu partir parce que j'ai voulu retourner coder. Donc, paradoxalement, je codais plus chez Dataiku. Il n'y avait pas de rôle particulièrement pour moi à ce moment-là sur ça. Donc, c'est à ce moment-là que je suis parti en Espagne. J'ai fait un master en data science là-bas, ce qui, pour les parcours français traditionnels, est moins commun parce que tu parlais de mon âge. En général, tu fais un licence master d'affilée et puis après, tu vas chercher ton boulot. Et moi, j'ai fait licence boulot master. À l'anglaise, ouais. Donc, ouais, voilà, ça, ouais, exactement. Plus, en tout cas, moins à la française. Et donc, je me suis retrouvé dans cette situation intéressante où donc j'ai fait mon master en data science et quand je réfléchissais à ce que je voulais faire après, j'avais des entretiens à droite à gauche pour des boîtes européennes, encore des startups sur des sujets de data science. Et à l'époque, je trouvais que Spotify était une des boîtes les plus intéressantes sur le sujet. Et le VP Analytics de Spotify était parti quelques temps auparavant pour rejoindre un fonds d'investissement. Et donc moi, ma financial literacy, pour faire du franglais, était assez faible, et voir quelqu'un qui part d'un des endroits les plus intéressants pour faire de la data science pour rejoindre un fonds d'investissement était pas très clair. Et donc j'ai creusé un peu, et il avait rejoint un fonds qui s'appelait EQT, qui est connu pour sa plateforme de private equity, mais qui a une équipe venture, et qui avait pour objectif à l'époque de créer un moteur de détection de signaux en ligne qui permettrait potentiellement de détecter des boîtes en amont et de pouvoir investir dans ces boîtes. Non coté. Non coté. Donc okay. C'était des signaux de boîtes SEO, incorporées, je sais pas, du trafic, exactement, c'est ça. Là, on est en quelle année donc moi, c'était à l'époque, c'était en 2018, début 2019. Et Henrik, à l'époque, lui, il avait rejoint, je crois, en 2016 ou 2015. C'est intéressant. Pardon, vas-y. Non, moi, c'est l'époque où je me suis beaucoup servi d'une app qui s'appelait App Annie, qui est devenue data.ai, et Bertrand Schmitt, qu'on salue, notamment pour faire mon deal dans MWM et OnOff, où j'avais regardé toute la partie data, revenus, etc. Et je pense que c'est vraiment le moment où les VC ont commencé à s'outiller beaucoup plus. Et où cette thèse est devenue plus généralisée. Ouais. J'ai 2 questions là-dessus, parce que je connais mal ça. La première, c'est... quel ordre on va les faire ? Est-ce que ça fonctionne ? Et la seconde, c'est quelle data on analyse ? Je veux dire, là, moi, ce qui me viendrait en tête, c'est par exemple les progressions dans les App Store, les progressions SEO, le trafic. Comment s'appelle cette boîte qui te permet de voir les trafics SEMrush ou équivalent. Ouais, il y en a un, je sais plus. Web. Web. Enfin, tu peux prendre du Mixpanel, du Amplitude. Enfin, il y a toute une série d'outils qui permettent d'analyser ça. Mais voilà, le nombre de, je sais pas, même de votes ou de choses sur Amazon, tu dois pouvoir étudier pas mal de choses. Enfin, sur LinkedIn Insight, t'as le nombre de recrutements. Si la boîte elle est passée de 5 à 20 personnes, beaucoup. Enfin voilà, si vous en avez d'autres, juste des trucs importants que je pourrais louper, mais du coup, peut-être pour répondre à ta première question, moi ma perspective en sortant de cette expérience avec EQT, c'est il y a vraiment un 80-20, une sorte de Pareto que tu peux avoir avec des sujets d'analyse de données. Et oui, tu peux essayer d'optimiser ces 20% restants pour essayer d'avoir un edge, mais de manière générale, je trouve que l'industrie en venture et en non-coté est à un stade de maturité où l'incrément de performance que tu vas aller chercher pour détecter une opportunité plus tôt ne vaut pas nécessairement l'investissement. Et dans un monde dans lequel, surtout sur les sujets d'investissement early stage, c'est devenu de plus en plus compétitif. Là maintenant, je dirais la majorité, en tout cas la plupart, des entrepreneurs qui sont les plus ambitieux et les plus compétitifs, ils vont lever avant même d'avoir incorporé une société, avant même d'avoir un site web. Enfin, il y a quand même beaucoup de facteurs qui, ne serait-ce qu'il y a 5 ans, étaient préliminaires à une levée, se passent de manière parallélisée ou en tout cas un peu plus tard. Et donc ces signaux-là, aujourd'hui, je pense que quand tu fais du early stage, c'est pas nécessairement un grand différenciant.
Mais par contre, quand tu vas sur des boîtes un peu plus late stage, la série A, de la série B, tous ces indicateurs de trafic sont utiles. Et moi, de manière générale, ce que je dis, c'est que ces outils sont importants pour couvrir des secteurs ou des régions géographiques dans lesquelles on n'a pas de présence ou de représentation. Finalement, ça pourrait être intéressant, peut-être plus pour la fusion-acquisition. Enfin, à 100%. Même 100%. pour des... Et ils le font? Ça existe? Equité travaille là-dessus, ouais. Ok. Et même de manière générale, il y a des startups aussi qui proposent cette brique technologique spécifiquement pour des boîtes de M&A et pour aller chercher, en fait, et c'est tout bête, hein, mais c'est des choses qui, technologiquement, aujourd'hui, hein, tu parlais de l'IA tout à l'heure, sont accessibles. La capacité à cartographier des synergies entre différentes technologies qui n'auraient pas nécessairement été réfléchies est assez impressionnante. Nous, je me rappelle, à l'époque, il y avait une boîte d'insecticides chez EQT qui cherchait certaines technologies à rajouter à leur portefeuille. Et ils ont trouvé une boîte qui, à l'époque, je crois, travaillait sur des technologies de piscine. Donc, absolument rien à voir avec des sujets d'insecticides, mais la technologie qui était utilisée pouvait être portée sur des sujets d'insecticides. Et grâce à l'IA, on a réussi à découvrir ces parallèles qui nous ont aidés. Donc, IA, machine learning, tu l'appelles comme tu veux, mais en tout cas, on avait réussi à découvrir des parallèles comme ça. Ouais, non, intéressant, parce qu'après, en effet, sur même des univers de concurrence direct, indirect, qui grossissent, que t'as pas vu venir, etc. Quand toi, t'es très gros et que tu vois un truc qui a une croissance hockeystick, comme on dit, tu peux te dire, bon, c'est le moment d'y aller. Ouais, ou finalement, qu'il y a moins de concurrence. Tu vois, ouais. par exemple, mettons, t'as 5 gros acteurs qui travaillent dans le secteur des insecticides, qui n'est pas un secteur que je connais particulièrement, mais j'imagine que les personnes sont en train d'aller chercher des targets au même endroit. Donc, si t'es capable de trouver une technologie qui est, en tout cas, appliquée pas sur ta verticale, t'as peut-être un avantage aussi. Donc. Ok. Extra. C'est quelque chose que vous utilisez toujours aujourd'hui, directement, indirectement chez Lightspeed ou... donc du coup, chez Lightspeed, peut-être pour boucler ça, moi, donc, je suis chez EQT, en fait, donc j'étais rentré avec cette idée donc, de data science. Le mandat que j'ai eu quand j'ai rejoint EQT à l'époque, c'était de travailler sur les investissements européens avec un focus peut-être plus particulièrement français, parce qu'à l'époque, un des investisseurs de l'équipe venait de partir. Et d'utiliser mon expérience en data science et en ML pour essayer de trouver des investissements sur des sujets infrastructure, developer tooling, data ML. Et donc j'ai fait ça pendant encore quelques années. Pendant le Covid, on a ouvert un bureau parisien. Je suis descendu sur Paris. Et peu de temps après ça, en fait, j'ai échangé avec Lightspeed et j'ai pris la décision de les rejoindre. Chez Lightspeed, la partie analyse de données était une grosse partie de la proposition de valeur de ce que Lightspeed proposait, on va dire, à la fois aux LP et à la fois aux entrepreneurs avec qui on bossait, l'idée étant de les accompagner avec ce muscle-là. On a un peu restructuré la chose aujourd'hui, où on a un ancien en fait, de chez Uber qui bossait sur les sujets dans l'organisation de data qui est en train de restructurer ça, avec aussi cette approche très LLM, de se dire donc voilà, on a créé des briques de data qui font ce qu'elles font et qui sont très bien, mais demain si on devait recommencer à zéro, comment est-ce qu'on le ferait? Est-ce qu'il y a certaines briques qui valent le coup d'être totalement reconstruites avec une approche différente? Et vous êtes à quel niveau d'investissement, sur quel type de société, late stage, early stage Alors Lightspeed historiquement c'est un fonds US qui investissait, j'aime à dire, investissait dans un rayon de 15 km autour de Menlo Park et de la Silicon Valley. Sur un fonds local, régional, municipal. Voilà, mais la municipalité de Menlo Park a bien fonctionné. Moi, j'ai fait un fonds à Cherbourg, ça marchait pas du tout. La Cherbourg Valley. Et donc ça, c'était il y a 25 ans. Entre-temps, la plateforme a beaucoup grossi. Donc moi, ce que je dis aux fondateurs, c'est qu'on fait des chèques de 2 jusqu'à 200 millions, ce qui était une grosse panoplie sur l'échelle startup. Moi, le gros de mon temps, je le dédie sur... en fait, on déploie ces capitaux à travers 3 fonds. Je le dédie sur le premier fonds, qui est des chèques de 2 à 20, ce qui va nous emmener dans on va dire un premier tour d'amorçage qui va être assez dodu par rapport à ce que tu pourrais avoir historiquement, jusqu'à des rounds de pré-IPO. Ma question n'était pas anodine, elle avait un lien avec ce que tu disais avant, parce que je vous parlais d'un épisode de La Martingale, je fais la promo, un cross-podcast évidemment, mais non, c'est un lien que je faisais juste avant, qui est un type qui s'appelle Guillaume Dolisi, via AM, et vraiment il est super cet épisode, je suis sûr qu'il vous plaira à ceux qui nous écoutent, qui sont peut-être un peu... Et en fait il m'expliquait que donc ils essayaient de coder Warren Buffett, et il disait notamment... une des choses dans lesquelles Berkshire Hathaway était fort, c'est qu'ils analysaient et ils reclassifiaient toute la comptabilité. Donc ils recevaient, en fait ils la refaisaient à leur sauce pour dire en fait tout ça, voilà, il y a
il y a, comment on appelle ça, une dette, certaines dettes qui sont pas comptabilisées, notamment, je sais pas, environnementales, sociales ou des choses comme ça que tu peux pas. En fait, ils adjusted EBITDA. Et voilà, et donc ils ajustent un peu tout, et en fait, ça leur permettait de voir en fait des valeurs intrinsèques d'une boîte à un horizon assez lointain. Par exemple, ils valorisent aussi énormément, tu le vois d'ailleurs de loin, Coca, American Express, etc., les marques, la valeur d'une marque, qui est souvent pas comprise dans une valorisation boursière ou comptable en tout cas. Et évidemment, pour faire ça, et la data dont tu parles, alors soit tu es sur la data du marché, mais sur la data, la valeur d'une entreprise, quand tu es en early stage, tu mets 2 millions dans une boîte qui en vaut 6 ou 8 ou 10, je veux dire, t'as rien à analyser quelque part, tu vois. Alors j'imagine en late stage, quand tu mets 20, 200 millions, là, en effet, tu as probablement beaucoup plus de choses. Et si tu as une bonne techno, tu dois être capable de pouvoir faire plus vite. Je me trompe ? Je sais pas comment toi tu le vois, même à l'époque où tu parlais, tu vois, d'Apani. Je pense que sur l'analyse de données, de manière générale, tu as l'analyse de données financières, l'analyse de performance et de croissance, quelle qu'elle soit. Le plus t'es tôt, le moins t'en as. Ouais, et puis en plus, ça peut être hyper contre-intuitif. Si je te donne un exemple sur MWM qui avait fait ses 60 millions de downloads, qui était un panier percé, tu prenais combien de downloads, les cordes. Ils avaient fait 60 millions de downloads quand moi je suis rentré en 2016, mais ça perdait de l'argent. Et en fait, la rétention était vraiment pas bonne sur les produits. Et en fait, trop d'analyse de data en early stage. Enfin, moi, j'ai appelé des experts du mobile qui bossaient dans le mobile depuis 10 ans. Ils m'ont dit, non, mais fais surtout pas ce deal, etc. Et heureusement que je les ai pas écoutés. Et parce que, en fait, fallait avoir suffisamment confiance en l'équipe pour améliorer les produits, la rétention. On était sur de l'in-app purchase. Nous, notre pari, c'était de dire, on va sortir de l'in-app purchase, on va aller vers l'abonnement. Et en fait, si tu as une toute petite partie de tes 60 millions qui passe sur de l'abonnement à 10 € par mois, ton revenu, il va exploser. Et donc, ouais, je pense que c'est la complexité. C'est une des questions que je voulais te poser, donc ça tombe bien. C'est, moi, aujourd'hui, ce que je sais faire, c'est des chèques entre 500 000 et 1,5 million sur des tours entre 1 et 5. Je suis incapable, mais je suis vraiment incapable de faire des chèques de 10 ou de 20 sur des tours comme tu l'as fait sur Mistral ou sur des... Et moi, la question que je voulais te poser, et c'est pour ça que je suis ravi effectivement de faire cet épisode avec vous trois, c'est comment tu fais pour faire le grand écart entre une boîte comme Mistral et d'autres boîtes où tu mettais beaucoup plus petits tickets. Pour moi, c'est deux métiers complètement différents. Eh ben, écoute, c'est marrant que tu dises Mistral comme exemple, parce que je trouve que Mistral, paradoxalement, est plus proche des types d'investissements que tu fais qu'une boîte en série A ou série B. Oui, parce que c'est un gros seed. C'est juste un gros seed. Ce que je veux dire par là, c'est que les briques logiques qui nous ont amenés à faire le chèque sur Mistral sont plus proches des briques logiques que toi tu vas utiliser pour faire un underwriting d'un founder, même sur un chèque à 1,5, et que une analyse qui serait peut-être plus financière, en tout cas qui ne sera pas que sur les fondateurs et une thèse qu'on a, sur une boîte en série A, en série B. Et donc là où je pense qu'il y a un peu de gymnastique mentale à faire et de recalibration à faire régulièrement quand tu vas avoir une conversation pour un tour en A ou B vs un pré-seed ou un seed, Mistral, en effet, le montant est gigantesque relatif à ce qui se fait habituellement, mais il y a deux éléments qui étaient importants pour nous quand on réfléchit à ça. C'était est-ce qu'ils vont lever assez pour avoir assez de capital pour développer leurs ambitions et leurs visions dans un monde qui est sur les sujets des LLM très capital intensive. Et donc en fait, ce que je disais souvent aux journalistes, c'était oui, alors le montant du tour est grand, il est bien plus grand qu'on se verrait habituellement. Et si c'était une boîte qui n'utilisait pas des modèles fondationnels, on pourrait avoir un discount de 70% du montant levé, parce qu'une partie significative des montants levés partent dans du compute et de tout ce qui est annexe au compute. Mais ce muscle, en tout cas, d'identification d'opportunités, de passer du temps avec les founders et de comprendre la thèse, tu vois, sur MWM, ce que tu disais, tu peux très bien... En fait, faut croire dans les équipes fondatrices. Et donc, si tu n'y crois pas, tu peux avoir toute la data du monde, ça ne change rien. Mais si je reformule à ma sauce ta question, entre le seed, pré-seed et le early stage, il y a un endroit où, dans le seed, pré-seed, tu mises plus sur l'équipe qu'après. Tu commences à miser sur l'exécution déjà après. Ouais. C'est ça ? Oui. Moi, ce que je dis quand des juniors me pingent pour me dire oui, je voudrais rentrer en VC, qu'est-ce que je fais ? Souvent, je leur dis, je sais pas trop. Mais il y a deux choses que je pense qui sont importantes là-dessus. C'est de manière générale, le plus tu vas tôt, le plus c'est sur du EQ, le plus tu vas tard, le plus c'est sur du IQ. Et ce que je veux dire par là, et
Ça, c'est, quotient émotionnel, quotient intellectuel. Ouais, voilà, okay. c'est ça. C'est qu'en fait, ça va être beaucoup plus sur des personnes et la croyance que tu as en leur capacité à exécuter leur vision, vs, comme tu dis, le fait qu'ils aient déjà quelques signaux d'exécution. Et après, ça, c'est sans prendre en compte le fait que tu prends, quand toi, tu fais des chèques en précide, t'analyses ce qu'ils ont fait sur les 20 dernières années aussi, tu vois. Donc, c'est pas en isolation, quoi. Et toi qui es full data, enfin, très data, finalement, est-ce que tu peux faire passer un test IQ et IQ là-dessus? Est-ce que je peux le pousser jusqu'au bout et dire, attends, finalement, moi, avant d'investir 2 millions chez toi, fais un test QI? Il y en a qui font des tests dans des fonds, je sais, qui font des tests un peu psychologiques, pas IQ à proprement parler, mais juste voir un peu... et pour le coup, c'est pas inintéressant sur comment est-ce que les différents les archétypes de fondateurs peuvent travailler ensemble et identifier un peu des risques en leur faisant faire ça. Et c'est utile pour les équipes parce que souvent, elles n'ont jamais fait ça elles-mêmes et donc ça leur donne une information qui est aussi utile. Je pense que ce qui est compliqué sur ces sortes de moyennes qu'on est capable de faire à travers des tests, c'est que nous, le business en capital risque, c'est d'investir dans des outliers et investir dans des personnes qui justement vont prouver que la moyenne n'a pas raison. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour à la fois avoir cette intuition-là? Nous, en interne, on parle souvent du fait que en early stage, faut avoir les reps. Il faut faire le nombre de pompes nécessaires pour pouvoir commencer à avoir cette intuition et comprendre la capacité d'un fondateur ou d'une fondatrice à embarquer sur une vision. Et je pense que moi, une des grosses choses que j'ai apprises en étant chez Lightspeed et que j'ai pu confronter avec mon expérience chez EQT, c'est à quel point un fonds à culture américaine, parce que maintenant on est une plateforme globale, mais à culture américaine, apporte du poids sur la partie narration, storytelling et la capacité à se dire si toi, fondateur, tu es capable de m'embarquer sur cette vision, les chances que tu sois capable d'embarquer des prospects, des investisseurs, des employés sont plus élevées. Et je pense que moi, avec mon biais plus ingé, je me dis le meilleur produit gagnera, ce qui n'est pas la réalité malheureusement, mais en tout cas, il y a ce biais-là. Pardon, non, je déconne. Non, mais en ingénierie, tu vois, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui créent des très très bons produits et qui n'ont pas développé ce muscle de commercialisation et qui en fait malheureusement perdent face à d'autres acteurs qui ont objectivement un produit moins bon mais qui ont peut-être levé plus grâce à leur storytelling. Nous, un truc qu'on a intégré aujourd'hui qu'on n'avait pas forcément au début, c'est justement on essaye, et sur les 12 ou 13 deals qu'on a fait jusqu'à présent avec OVNI, de faire pitcher l'entrepreneur à des fonds anglo-saxons ou américains. Et en fait, si on voit qu'il n'arrive pas à convaincre ce genre de profil-là, en fait, c'est aussi un deal breaker pour nous. Sauf si on a vraiment une conviction énorme, on va aller au bout du deal. Mais en fait, quand tu regardes là les 7-8 derniers deals qu'on a fait, à chaque fois, on a vu des fondateurs qui étaient capables d'embarquer des fonds internationaux et dont certains qui n'étaient pas forcément très adeptes du hyper early stage, etc. et qui sont venus quand même parce qu'ils ont vu un truc. Et donc ça, pour nous, ça en dit long. Et tu vois, c'est quelque chose qu'on commence à vraiment pondérer et à prendre en compte, de se dire, là, on est en train de closer un deal où on se retrouve avec 12 term sheets. Ouais. Et 6 fonds internationaux. On peut avoir un deal avec des fonds américains pour leur dire, écoute, je vais te sourcer des gens, tu vas les passer. Et en revanche, il y en a pas mal qui font ça indirectement. En revanche, tu me shortcut pas quand t'as le truc et tu me kicks pas en dehors du deal. Je sais pas si on peut avoir un deal. Ce que je constate, c'est que sur les fonds français qui étaient dans une dynamique trop franco-française, on m'en parlait, ça devient un vrai enjeu aujourd'hui d'avoir des LP basés aux US, basés en Asie, etc. Et d'avoir ce genre de partenariat et ces relations de confiance. Et ouais, ça devient essentiel. Une sorte de cross-pollinisation entre des fonds qui sont plus late stage, qui vont avoir leur general partner qui investissent dans des fonds early stage, ça arrive. Nous, on n'a pas cette stratégie-là. La stratégie qu'on a, nous, c'est de se dire on va être présent dans les écosystèmes et donc, entre guillemets, couper cet intermédiaire-là. Mais après, nous, la raison pour laquelle je dis qu'on investit à partir de chèques de 2 millions, c'est aussi parce qu'on sait très bien qu'il y a des gens qui sont des spécialistes qui font des chèques plus tôt et ça ne nous sert à rien de marcher sur leur pied. En fait, on va les croiser très rapidement. Et si c'est des fondateurs qui sont très ambitieux et qui vont lever des tours à 3, 4, 5 millions, il y a de la place pour tout le monde. Donc, c'est comme ça qu'on réfléchit. Ok. Non, mais c'est intéressant parce que après, chacun, tu vois, on parlait de 20VC. D'ailleurs, Florian Douetto est dans cette boîte que je voyais ce matin, Delos. Et mais finalement, chacun a... C'est un peu nous, ce qu'on met en avant avec OVNI, c'est que il y a une partie tech. Nous, ce qu'on met en avant notamment, c'est notre expertise très réseau.
que Arnaud gère très bien au niveau notamment de la tech, que moi je gère très bien au niveau des médias, et donc d'être capable de dire, nous on peut apporter de l'argent, ça, tous les fonds peuvent le faire. En revanche, tu vois, moi j'ai le numéro de téléphone privé de tant de patrons du CAC 40, de tant d'hommes politiques, président de la République, etc., etc. Et donc à un moment, je peux t'apporter des choses que d'autres n'ont pas, tu vois. Et c'est vrai, et en masse, tu vois. C'est pas 4 noms en fait. Donc c'est un peu notre play. Je pense que c'est un peu le cas d'Harry Stebbings et de voilà, c'est capable de adosser le média. Enfin, c'est quelque chose. Une stratégie, je pense, qui marche. Pour être intéressant. Toi justement, avec cette culture un peu historique de chez Lightspeed, comment vous avez créé la proposition de valeur de la plateforme européenne et de cette équipe qui s'est construite aussi autour de toi et d'autres personnalités? Alors pour comprendre ça, parce que moi je ne le sais pas et ceux qui nous écoutent le savent peut-être pas, vous êtes combien chez Lightspeed, combien en Europe, combien en France Ouais. Alors j'ai pas les chiffres exacts, peut-être que j'aurais dû les avoir, mais en fait donc nous, l'équipe globale, on a du monde à Singapour, du monde en Inde, du monde en Israël, du monde en Europe, du monde aux US. Historiquement, donc le centre névralgique était Menlo Park et San Francisco. Se développer en Inde avant de partir sur l'Europe, ce qui est, je pense, intéressant culturellement. Et puis après, là, il y a maintenant 4 ans à peu près, Lightspeed a décidé de développer la présence européenne avec une présence physique. Et ça, c'était fort des apprentissages du développement en Inde. Et moi, à titre personnel, quand je passais du temps avec l'équipe, quand j'envisageais de rejoindre l'équipe, c'était quelque chose qui est très, très important pour moi parce que beaucoup de fonds US pendant la période Covid se sont lancés en Europe et ont eu, on va dire, une stratégie d'implémentation qui n'était pas forcément très, très élaborée, ou en tout cas, il y en a beaucoup qui sont repartis aux US après et qui ont fait un peu le yo-yo. Tout payé trop cher, non, à ce moment-là, c'est ça? En 2021, ou voilà, qui sont dit... Je pense que c'était la perspective. En fait, il y a beaucoup de personnes côté, là, pour la perspective US, qui se sont dit, tiens, il y a le Covid, en fait, maintenant, je peux faire des appels avec n'importe qui dans le monde. Les deals européens sont intéressants en technologie, sont moins chers que ce qui se passe aux US. Tiens, je vais peut-être aller faire mes courses. Et donc, nous, en tout cas, quand on a choisi de développer la présence européenne, l'idée était simple, c'était de dire, il y a des talents qui sont dans tous les hubs principaux européens. C'est essentiel pour nous de couvrir ces hubs. Et vu que le pitch de Lightspeed à nos investisseurs est de dire on va être avec les meilleurs founders et on va bosser avec les meilleurs founders, on va aller chercher où ils sont. Et donc, par rapport à la spécificité européenne, moi je dirais on n'a pas forcément de spécificité européenne dans la mesure où quand on investit et qu'on écrit des chèques avec les fondateurs qu'on accompagne, ces chèques on les écrit à travers... en fait, la barre est la même pour des deals israéliens ou des deals américains. C'est du même fonds. Et l'idée, c'est de dire, c'est d'éviter cette situation de se dire, on va faire une sorte de maxima européen où on va trouver le meilleur deal européen. Nous, l'idée, c'est que quand on trouve le meilleur deal européen, il a forcément vocation à devenir un des meilleurs deals globaux. Donc, si on le fait en marche arrière, pour devenir un des meilleurs deals internationaux, bah oui, souvent, tu as besoin d'être le meilleur deal européen. J'ai une question qui vous concerne tous les deux. Parce qu'on est beaucoup, finalement, chez vous, chez nous, à aller chercher du moonshot. D'accord, hein, c'est quand même l'idée. Et à vendre, en fait, ce truc et dire, nous, on va chercher, en fait, le deal français ou le deal européen, il m'intéresse pas, je vais chercher que du leader mondial et de la boîte qui va valoir X milliards, ou voilà. Est-ce qu'on n'est pas en train d'ouvrir une place béante à certains fonds qui vont être potentiellement, je sais pas, est-ce que c'est moins risqué, je sais pas, est-ce que c'est moins bien, mais finalement il y a une concurrence inexorablement qui est en train de se créer sur cette peut-être une petite bulle sur le moonshot, sur le top 2%. Et est-ce qu'en dessous il n'y a pas une place de ouf qui est en train de se créer sur des boîtes qui vont valoir peut-être pas 30 millions mais 200 millions ou même peut-être moins d'ailleurs? Est-ce que c'est le cas? Je pense que tu es peut-être le mieux placé vu la taille de fonds pour en parler aussi. Moi, je pourrais commenter sur la complexité de faire fonctionner ça avec une taille de fonds comme le nôtre. Voilà, nous, la complexité qu'on voit, c'est que tu n'as pas de modèle économique pour vraiment faire performer un fonds de venture capital si tu cherches à avoir un peu ce panier moyen et si tu vises pas le moonshot. Faut savoir que, tu vois, nous, on a 200 LP privés, 3 instits, etc. On s'est quand même engagé sur une perf qu'on veut délivrer. Et avant de lancer un fonds, tu fais quand même ton fonds de flow et ton modèle économique. Nous, c'est simple, on va faire 30 lignes avec la moitié des 50 millions et on va réinvestir 25 millions sur 3 ou 4 champions. Et en fait, si t'as pas ces super performeurs comme MWM dans mon premier fonds de 2015-2016, en fait, t'as pas de modèle économique de fonds. Donc, en tout cas, nous, chez OVNI, et je parle Augustin, Thomas, tous,
on a cette conviction-là que c'est cette vision-là du métier qu'on achète, et c'est ce qu'on a proposé à nos LP. Donc moi, je pense que l'état intermédiaire de ce dont tu parles, c'est du mid-market private equity, qui sont des boîtes qui sont très intéressantes. Ils sont déjà grosses. Oui, mais qui du coup souvent ont une rentabilité et une croissance plus faible. La rentabilité sûrement plus élevée, mais une croissance plus faible, et qui, en termes de profil de société, ne rentre pas dans les clous d'un investissement qui va être déployé entre 3 et 7 ans et une revente à la clé. En fait, le taux de rendement interne qui est nécessaire pour rentrer dans les clous d'un fonds de capital risque est tel que tu suis vraiment cette power law dont tout le monde parle, mais qui est dur. Enfin, c'est dur de l'appréhender, qui est de se dire oui, sur les 30 investissements que tu vas faire, malheureusement, entre le moment où tu signes et tu es convaincu que cet investissement que tu signes va contribuer, va faire partie des top 3 deals de ton portefeuille, la réalité économique dit autrement. Sachant qu'il y a peut-être aussi une réalité de marché qui fait que si je me projetais dans un fonds qui serait dire moi je vais investir dans des champions qui valent 100 millions, il faut rentrer dans des valos initiales à, je dis une connerie, mais potentiellement donc 10 fois moins importantes. Donc être capable de dire quand tu rentres, je mets 50 000 euros sur une boîte à 300 000. Et en fait, tout à l'heure, quand tu parlais de tes reps, donc les répétitions nécessaires pour être meilleur et avoir créé ton intuition, je me disais, le problème, c'est qu'on a toujours une loi que je remarque depuis, parce que je suis plus âgé que vous maintenant, de ma grande expertise et mon grand âge, dans tous les marchés, dans l'immobilier, dans tout, c'est quand tu progresses, tu vas toujours aller chercher la ligue du dessus. Quand tu fais de la fusion-acquisition, au début, tu vas vendre une boîte à 2-3 millions, tu vas prendre tes... parce que c'est un peu plus élevé, mais 100 000, 200 000 euros de fees. Tu vas dire 200 000 euros de fees qui sont en plus pas nécessairement... mais c'est pareil dans l'immobilier ou partout, mais qui sont pas nécessairement certains, parce qu'en fait, il y a plein de deals qui se font pas à la fin. J'ai beaucoup bossé. Finalement, par deal que j'ai pas fait, ça me fait plus que 40-50 000 euros de fees, en fait. Puis là, tu dis, bon, la prochaine fois, je vends plus qu'une boîte à 10 millions. Puis après, à 10 millions, tu dis, tu prends tes 500 000 euros de fees, tu dis, c'est pas mal, mais tu dis, attends, si je fais une boîte à 50, en fait, c'est quoi? C'est 2 millions de fees? Ah ouais, c'est quand même mieux. Et en fait, tu ne fais que monter et tes reps, elles sont plus aussi efficaces, ou c'est pas les mêmes, non? Je me trompe? Je pense que c'est pas les mêmes. C'était un peu là, on revient sur la question d'Arnaud tout à l'heure, mais toi, tes reps sur les 2 millions, est-ce qu'elles comptent sur un investissement au-dessus? Je pense que c'est pas les mêmes dans la mesure où, l'intuition que tu développes sur une compréhension de marché ou sur ta grille de lecture de fondateurs et de fondatrices, elle change. Et si je suis un peu cynique, et je dis le mot cynique parce que moi je suis évidemment côté startup, mais quand je regarde le monde du private equity qui rachète des sociétés qui sont rentables, et l'idée, la thèse de rachat ne repose souvent pas sur l'équipe fondatrice. Oui. Et limite, c'est l'inverse de dire on va faire rentrer la cavalerie avec des personnes avec qui on a bossé pendant plusieurs années. C'est totalement décorrélé de ça. Je me rappelle, quand j'étais chez QT, on avait embauché un gars qui s'appelle Pierrick, qui dans l'entretien avait dit quelque chose, il venait de McKinsey et avait dit quelque chose que je trouvais qui était très vrai, c'était que lui, il accompagnait avec McKinsey des boîtes de private equity et il disait que quand tu travailles avec ces grands groupes, et même avec des sociétés en private equity, tu vas racheter une boîte où tu vas faire des conseils, tu vas changer la direction d'1 ou 2 degrés, mais tu as une inertie tellement forte qu'au final, que tu sois là ou que tu sois pas là, ça change pas grand-chose. Moi, ce que j'aime bien en startup, c'est le fait que tu sois sur un jet ski et que justement, peu importe ce que tu fais, tu es en train de zigzaguer dans tous les sens et tu es en train d'essayer de trouver une manière d'avoir une ligne droite. C'est très différent. Et là-dessus, sur vos deals, chez Lightspeed, quand tu passes justement, alors peut-être sur le métier d'après le tien, puisque tu es sur les deals à 200 millions, etc., on arrive probablement quand même un peu là-dessus, des moments où tu changes l'équipe, où en fait le deal, c'est quand même finalement, tout à l'heure, comment ça s'appelle quand tu fais une... Ah, je n'ai plus le terme, quand tu rachètes une boîte avec les managers. LBO. En fait, le LBO, c'est aussi un peu ça. C'est de dire, en fait, souvent, ça dépend si c'est les founders, mais de temps en temps, tu vas virer les founders entre managers. Le founder est content, tout le monde est content. C'est un moyen de sortie de faire son exit, etc. Mais vous, ça arrive souvent de faire ça. Et est-ce que vous les virez ou est-ce que ça peut se faire en bonne intelligence? C'est pas la partie de notre modèle. Okay. Nous, le modèle, c'est... Et ça, pour le coup, c'est même, je dirais, jusqu'en late stage, tu vois, si on fait des... Le biais qu'on a chez Lightspeed, c'est de faire du venture. Donc, quand je dis de faire du venture, ce que ça veut dire pour nous, in fine, et ça répond à ta question, c'est... en fait, on fait un pari sur une équipe fondatrice. Et si nous, après 6 mois, après 1 an, on voit que cette équipe fondatrice marche pas, c'est un échec de notre part sur notre capacité à avoir lu en ces personnes-là ou avoir vu en ces personnes-là quelque chose de différent.
Oui, mais 5 ans, là, par exemple, tu vois, et on pourra en parler, mais il y a une société là qu'on a financée en Croatie. Eux, ils ont eu 3 différentes vies. Enfin, c'est des chats. La société, elle existe depuis plusieurs années. Nous, on a fait un pari sur la capacité à cette équipe à se réinventer encore une fois et à continuer. Je pense que le temps que tu passes sur une entreprise n'est pas nécessairement... c'est vraiment l'énergie que tu es capable de dégager après ça. Et souvent, ce qui se passe, malheureusement, c'est qu'en effet, si tu as bossé pendant 10 ans sur un projet qui n'a pas décollé, signer pour 10 prochaines années sur ce même projet, c'est souvent un peu compliqué. Mais après, il y a aussi... Je partage à 100%. C'est-à-dire que... quelque part, si dans les 5 premières années, tu as un changement significatif dans le management, c'est que nous, on s'est planté sur notre diagnostic. Et moi, ce que j'aime, c'est des fondateurs. Tu vois, hier, on était avec les mecs d'Acceptio, qui, en 4 ans, 5 ans, en fait, c'est plus du tout la même personne que tu as face à toi. C'est des gens qui ont énormément grandi, qui ont cette courbe d'apprentissage un peu exponentielle, qui sont des vraies éponges. Et en fait, tu les mets dans n'importe quelle situation, ils vont apprendre tellement vite qu'ils vont être capables de gérer ça. Sachant que ça, c'est la situation idéale, où t'as justement vraiment, tu ancres en fait ta conviction dans l'équipe fondatrice sur leur capacité à apprendre très rapidement. Le stade en dessous qui nous empêche pas d'investir, c'est par exemple des personnes qui sont une équipe fondatrice d'ingénieurs qui savent très bien qu'ils ont besoin d'avoir une personne supplémentaire sur le front commercial et qui ont cette awareness et sont capables de dire droit dans les yeux, écoute, moi je suis une tanche sur les sujets commerciaux, mais pour autant, en fait, j'ai ces personnes-là que j'ai rencontrées. Après, une fois qu'on signe, on va les ramener et ça va très bien se passer. C'est presque ce que j'allais te mettre sous le nez, finalement. Je pensais à Google et Eric Schmidt, mais Schmidt, il n'était pas que commercial, il est devenu CEO quand même assez vite. Donc, il y a quand même pas mal d'endroits où, finalement, tu peux miser sur un talent qui n'est pas un talent même de direction d'entreprise, qui est un talent juste tech ou... ok. Et nous, il y en a, là je parle plus en du coup série C, série D ou des tours qui sont pré-IPO, mais c'est pas du tout... ça arrive relativement fréquemment de se dire, tiens, cette personne-là a besoin d'être adossée, accompagnée par un rôle de président, un rôle de Chief Operating Officer, qui va aider à structurer la boîte quand elle entre dans cette nouvelle phase de croissance, qui est une phase de croissance très différente. Je voudrais ouvrir un nouveau chapitre. Je te vois, j'ai cherché quelque chose sur ton tel, mais non, je me lance. Tout à l'heure, j'ai entamé ça en parlant des différentes vagues d'innovation. Internet, il y a de la blockchain finalement qu'on enterre un peu, mais enfin, il y a quand même beaucoup d'argent dans la blockchain. Il y a donc le mobile, les réseaux sociaux, etc. Là, on arrive dans cette nouvelle ère. Qu'est-ce qui change là-dessus et j'aurais envie de te dire, j'ai 2 questions toujours, beaucoup un tiroir, mais qu'est-ce que vous voyez, c'est quoi qui limite ton investissement idéal là en ce moment en 2025, ce que tu cherches absolument, et surtout, est-ce que les VC ont eu eux aussi des vagues? Est-ce que en fait la même personne qui était... est-ce qu'il y a des gens qui vraiment ont réussi à traverser dans les investissements la première vague d'Internet, les vagues du e-commerce, les vagues des réseaux sociaux, qui sont toujours là, super sharp, etc. Ou est-ce qu'à chaque fois, il faut quand même une new gen, des gens qui arrivent et qui... tu vois, moi, je suis à donf dans l'IA, etc. Mais je vais faire preuve d'humilité. Je trouve ça super dur à lire en ce moment. Je trouve ça plus dur à lire. J'ai plus de difficultés à lire, de voir dans quelle boîte investir, qui va pas se faire pulvériser par n'importe qui demain, que il y a 4-5 ans, sur lequel j'ai fait quand même finalement une bonne série d'investissements. Je pense que le dénominateur commun de personnes qui ont réussi à traverser ces vagues, c'est une sorte d'enthousiasme enfantin et de curiosité. Si moi je regarde Ravi, qui est le fondateur de notre fonds, qui est un des fondateurs de notre fonds, qui est encore actif, j'aspire à avoir son niveau d'énergie à son âge. Et ce niveau d'énergie, c'est vraiment lié à un enthousiasme de rencontrer des personnes qui vont te confronter à des idées que tu n'as pas nécessairement eues. Ça, c'est rassurant pour revenir. Moi, je pense que enthousiasme enfantin, curiosité, c'est vraiment des choses qui... Ouais. Et je pense, tu vois, pareil, pour revenir sur les sujets de recrutement, moi, je pense, si des personnes veulent rentrer en venture, il y a que 2 choses qui sont importantes, c'est la curiosité et la capacité à organiser son temps. C'est les seuls 2 trucs qui m'importent. Sauf que tout le monde dit qu'ils sont curieux, tout le monde dit qu'ils sont organisés, mais après, faut le gérer. Je n'ai qu'un des 2, je te laisserai deviner lequel. mais donc en tout cas, je pense que sur ta question des vagues, moi c'est comme ça que je le vois. Je pense que c'est si t'es pas curieux, et de temps en temps en fait c'est pas que tu sois pas curieux, c'est juste que tu passes à un autre moment de ta vie où la curiosité n'est plus nécessairement ton moteur et t'as d'autres personnes qui prennent le relais. Je sais pas comment toi tu vois la chose.
Bah, moi, en gros, ce que je pense, c'est que tu peux rater certains virages, que tu peux rater certaines vagues et que c'est pas grave, en fait, et que c'est OK de les laisser passer. Si moi, je considère que je suis rentré dans ce métier de business angel venture capitaliste en février 2015, je pense que j'ai accepté de laisser passer certaines vagues parce que je n'avais pas la bande passante disponible pour être suffisamment curieux, pour suffisamment m'informer. Et j'ai accepté ça. Parce que, bah, tu vois, typiquement, j'ai passé 18 mois en roadshow pour lever les 50 millions. Bah, y a quelques sujets que t'as pas le temps de creuser pendant ce temps-là. Ouais. Et après, bah, tu vois, tu disais, bah, il faut savoir bien s'entourer et dans une équipe fondatrice, avoir l'humilité, la lucidité. Tu vois, moi, il y a 18 mois, quand on était sur OVNI ou 24 mois, on n'avait pas forcément prévu de faire des podcasts. Et on s'est dit, bon, bah, c'est qui le numéro 1 en France avec qui on a envie d'en faire? Et puis on est allé chercher Mathieu. Et donc, je pense que tu peux vraiment rater des vagues en tant qu'investisseur. Et c'est pas très grave si dans ton équipe, tu vois, Augustin, lui, il y a des vagues qu'il va pas rater. Moi, je vais en rater. Et Thomas, il va prendre d'autres vagues. Et en fait, c'est juste, est-ce que ta société de gestion, dans son ensemble et avec l'équipe que tu construis, arrive à surfer toutes les bonnes vagues et arrive à être suffisamment dans une dynamique et c'est ça qui fait la richesse du partnership. Après, là, je réponds, et on répond à ta question sous l'angle des vagues, mais certains investisseurs te diraient qu'en fait, moi, en tant qu'investisseur, je m'en fous des vagues parce que j'investis dans des fondateurs et des fondatrices qui vont comprendre ces vagues. Et si je crois en leur vision et leur capacité à articuler un projet qui me semble cohérent, je ferai les bons investissements. Et c'est un peu ce sujet que les gens ont, c'est en fait, oui, que ce soit crypto, que ce soit IA, que ce soit fintech, que ce soit consumer, si tu as des fondateurs que tu croises qui sont vraiment ultra déterminés et tu le vois dans leurs yeux et tu vois que leur capacité à articuler une vision est vraiment claire, en fait, est-ce que tu as besoin d'avoir une compréhension très claire de technologie? T'as raison. Je prends le cas de Doctolib, pardon. Ouais. Voir si tu as conscience que c'est une vague, c'est que c'est déjà trop tard pour investir. Tu vois, il y a un paquet de fonds qui ont pris des plombs énormes sur le gaming et sur le mobile. C'était un des sujets de la conversation que j'avais hier avec Francis Ingrand, qui est le CEO de Plugin Digital, qui a levé 70 millions avec Bridgepoint. Et il te dit, en fait, moi j'ai lancé en 2012. Pendant 6-7 ans, tout le monde m'a regardé en me disant c'est quoi cet ovni, les gens me prenaient pas au sérieux, etc. Ma boîte, elle a quasiment toujours été rentable et j'ai levé 2 millions et j'ai pas fait d'autres tours et après j'ai levé 70. Et donc en fait, au bout d'un moment, t'as eu les vaudous et machin, tout le monde s'est excité. Année 2019, 2020, 2021, aller dans le gaming, tout le monde a pris des plombs. Et en fait, la bonne vague qu'il fallait prendre, c'était quand personne savait que c'était une vague. Ouais, il y avait à ce moment-là, il y avait une vague gaming, Zynga aussi. Voilà, c'était exactement, ouais. T'avais quand même Zynga, etc. Mais ce que je veux te dire, c'est, ce concept de vague, il faut être en amont, quoi. Non, mais c'est sûr. Après, j'allais prendre le cas de Doctolib, Stan Yox-Chateau, que j'ai reçu sur Génération It Yourself. Tu vois, la vague IA qu'ils ont pris, si tu regardes, à l'origine, c'était quand même un endroit où tu prenais des rendez-vous, quoi. Je veux dire, c'est en train de devenir l'infra, le backbone de tout cabinet médical ou même profession. Donc là, tu vois, en effet, la capacité d'adaptation qui est dingue, l'écoute client, c'est vrai. Je pense qu'aussi, dans les vagues, t'as tellement de sous-vagues et il y a aussi et on contribue à ça en tant qu'investisseur, malheureusement aussi, mais c'est, cristalliser une vague contribue à valider le marché des investissements qu'on fait aussi. Donc, tu vois, quand il y a quelqu'un qui se lance sur un sujet et que tu as une sorte de prophétie autoréalisatrice où, là, tu vois, en sous-vague de l'IA, tu as Agentic AI en ce moment. Bon, ok, c'est des workflows et de l'IA. Est-ce que c'est une catégorie à proprement parler? J'en sais rien. Est-ce que c'est une vague que tu dois absolument prendre? J'imagine qu'en tout cas, l'évolution de se dire tu prends de l'IA et tu prends du workflow automation, c'est pertinent, oui. Donc trouver des investissements dans cette catégorie-là sont sûrement pertinents. Ouais. Les barrières à l'entrée, tu vois, je sais pas, les Lovable que vous avez dû voir passer. Lovable, pour ceux qui tu l'as testé ou pas, non? Je passe mes week-ends dessus au grand désespoir de mon entourage. Mais... Donc Lovable qui permet de faire un site et vraiment de manière assez. Alors j'ai pas encore tous les tenants, les aboutissants au niveau produit final. En tout cas, en POC et MVP, c'est vraiment hallucinant. Combien j'ai vu des chiffres? Vous les avez en tête, non? 30 maintenant. Ouais, 30 millions de revenus mensuels ou annuels. La partie AR, je sais pas comment il l'a défini spécifiquement, mais en tout cas, voilà, en quelques mois. Enfin, voilà. De toute façon, la vélocité est incroyable. Quelle est la barrière à l'entrée là-dessus? Alors après, en l'occurrence, j'en ai aucune idée. Est-ce que finalement, même s'il y en a une, elle est très faible, est-ce qu'il y a un winner qui takes all et puis Lovable va quand même battre tout le monde? Est-ce que dans 2 mois, tu as une feature OpenAI qui va te dire, comme ils l'ont fait là récemment sur la photo, finalement, tiens, fais ton site en 2 secondes. À ce moment-là, ça va quand même un peu être compliqué. Enfin, c'est très dur à dire. Ouais.
Je pense que ce qui est le plus compliqué, moi, dans l'évolution du métier, et surtout avec le biais que j'ai sur les sujets, du coup, data, ML, IA, c'est que on se serait parlé il y a 2 ans, j'aurais dit, je fais de l'infra, je fais du developer tooling, et c'est ce que je fais. Aujourd'hui, je trouve que d'un côté, mon métier, il y a une sorte de dissonance cognitive, avec d'un côté, mon métier est bien plus recherche qu'il ne l'était avant, parce que la recherche est mise en production beaucoup plus rapidement que par le passé. Donc ça, c'est un élément. Et de l'autre côté, des sociétés comme Mistral, mais comme plein d'autres, qui initialement étaient vraiment du developer tooling, de créer des modèles que tu sers par API, ont dû se productiser à vitesse grand V pour servir les usages des consommateurs finaux et des utilisateurs. Donc je me retrouve dans des conversations beaucoup plus produits qu'elles ne l'étaient auparavant. Et donc ça crée un peu cet équilibre délicat où justement comment tu organises ton temps. Moi j'essaye de l'organiser entre justement lire des papiers qui sont vraiment le state of the art en termes de recherche et faire en sorte que sur les sujets design, produit et vraiment créer un produit qui soit capable de packager cette technologie, il y a quelque chose de pertinent. C'est pas évident. Vas-y, on va approfondir. Comment tu organises ton temps, justement, dans l'absolu? En fait, moi, je vais répondre professionnellement, parce que personnellement, c'est pas résolu. Déjà. T'as des enfants? Non, j'ai pas d'enfants. Okay, donc justement, ça va s'empirer en plus. Okay. T'es pas prêt. mais ça se passe bien. C'est juste que tu vas avoir de la calvitie, des rides, des cernes, et je t'assure que tu paraîtras un peu moins frais dans quelques années. Je suis convaincu que sur le temps, quand tu dis que t'as pas le temps, c'est juste que faut juste sacrifier des choses et prioriser différemment. Donc en fait, il y a pas de bonne réponse. Mais au niveau du venture, moi la manière dont je vois le boulot, c'est t'as 4 briques. T'as la partie sourcing, donc rencontrer des fondateurs, être face aux bonnes personnes. La partie analyse, être sûr que c'est ce type de business que tu veux backer. Gagner les deals, parce que mine de rien, c'est pas trivial, vu la compétition dont on parle. Et après, les accompagner. Et les accompagner, c'est plusieurs sujets. J'estime que au niveau de mon boulot, qui diffère en fonction des différents fonds, parce que nous, on est full stack, donc je fais tout de A à Z, là où d'autres fonds pourraient déléguer la partie sourcing ou analyse à des juniors. Mais moi, j'aime bien le fait de faire tout de A à Z. Sur cette partie-là, en fait, ça va fluctuer au gré des deals de l'année et au gré des différentes choses que tu vas faire. Et donc, il y a des semaines où je vais passer plus de temps sur des sujets de recherche et d'autres où je vais passer l'intégralité de ma semaine sur une seule boîte parce qu'on est en train de tabasser ce sujet et en train d'essayer de comprendre de bout en bout ce qui se passe. Mais ce qui compte le plus et qui est l'équilibre le plus délicat, je trouve, à trouver dans ce métier, c'est quelles sont les initiatives que tu fais qui, sur le long terme, vont t'aider à développer un réseau et à rencontrer les personnes susceptibles de te mener vers les meilleurs entrepreneurs que tu serais susceptible de croiser, tout en faisant tous ces micro-étapes qui sont nécessaires pour accompagner tes boîtes au quotidien et faire en sorte que demain, la semaine prochaine, tu rencontres les bonnes personnes. Et c'est cet équilibre-là, je trouve, qui est pas évident, notamment dans un métier dans lequel, encore une fois, tu pourrais passer ta vie à manger des petits fours, mais c'est pas ça qui va nécessairement te faire rencontrer les meilleurs entrepreneurs. Et donc, cette partie d'organisation du temps, c'est savoir dire stop quand t'es au 80 ou au 85 sur ton 80-20, quoi. Et en venture, si t'as la recette, tu me dis, mais... Non, je l'ai toujours pas trouvé. Et dans les briques dont t'as parlé, en plus, pour l'instant, t'as pas la partie roadshow. Et en fait, et ça, c'est avec notre team qui est délégué. Ouais. Voilà, celle-là, elle est un peu déstructurante pour une personne, pour un entrepreneur, dans le sens où tu as un espèce de stop and go qui est pas évident. Nous, le parti qu'on a eu, c'est moi, j'étais 100% roadshow, Augustin 50-50 et Thomas 100% deal flow. On est arrivé à maintenir ça, mais c'est pas évident. Et donc, chaque société de gestion, je pense, a un peu sa réponse là-dessus. Mais donc, il n'y a pas de règle. Et c'est là que notre muscle financier avec la taille de notre plateforme nous permet d'avoir des personnes qui sont dédiées à 100% à ça. Et ça aide beaucoup. Moi, quand j'échange avec des LP, c'est plus pour partager la vision et l'ambition qu'on a et ce qu'on voit au quotidien, plutôt que de structurer ces relations et faire en sorte que ces relations mènent à des investissements dans notre fonds. Si Mathieu a pas d'autres questions, moi il y a un point que j'aimerais. Tu veux bien regarder ou pas? Ouais. Les plateaux repas arrivent, on va rester 3 heures. On t'avait pas prévenu, mais on va faire un épisode long. Sur l'ambition européenne, on sent que là il y a quand même un point de bascule ces derniers mois, ces dernières années. Tu parles souvent de flywheel. Moi, je te disais que j'en suis un des exemples, c'est-à-dire il y a 10 ans, j'ai commencé en tant qu'angel, aujourd'hui je suis VC et c'est le fait que cet écosystème ait grandi et maturé qui a permis de créer tout ça. Toi, aujourd'hui, je pense que tu es un des principaux artisans de ça, de dire
j'accompagne avec Lightspeed, avec ma plateforme, des entrepreneurs européens qui veulent créer des leaders mondiaux. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus et comment tu vois justement les prochaines années et le marché actuel là-dessus? Donc, du coup, à l'échelle de Lightspeed, nous, notre mandat, encore une fois, c'est d'accompagner les meilleurs entrepreneurs. Donc, si on peut faire en sorte de faire émerger plus d'entrepreneurs qui sont susceptibles de faire partie de cette cohorte, on est ravis. Et c'est justement des cycles qui viennent avec le temps. Et je pense que l'écosystème européen relatif à l'écosystème américain a eu, encore une fois, moins de reps, moins de self-flywheel, ce qui fait qu'il y a eu moins de capitaux qui ont été investis, il y a eu moins de talents qui, historiquement, étaient sur les sujets tech. Et je compare, ne serait-ce qu'à l'époque, il y a 10 ans, avec Dataiku maintenant, par rapport à maintenant, le monde a beaucoup changé, quoi. Et la cohorte d'acteurs qui se sont lancés en 2013, 2014, enfin même 2010, tu vois, du Datadog, Algolia, du Dataiku, c'est des sociétés qui aujourd'hui ont généré, chacun à leur échelle, peut-être 10, 20, 30 entrepreneurs qui eux-mêmes se sont lancés et sont partis pour essayer d'adresser des problèmes qui sont conséquents. Donc il y a cette flywheel qui a lieu, et quand les personnes me posent la question sur l'écosystème français ou l'écosystème européen, ce que je dis, et je le pense sincèrement, c'est que l'écosystème s'est jamais aussi bien porté, mais c'est pas pour autant qu'il y a encore plein de problèmes à adresser. Les sujets de liquidité, les marchés financiers, ça c'est quelque chose qui est quand même structurellement assez compliqué, mais pour autant, aujourd'hui on a des personnes qui restent en Europe pour créer des projets ambitieux, on a des personnes qui viennent des US pour monter des boîtes en Europe, donc c'est pas encore la majorité, il n'y a pas un brain drain US qui va en Europe, mais c'est clairement quelque chose qui se passe. Et puis après, à mon échelle personnelle, on va dire en tant que Français / Européen, moi je pense qu'on a tout intérêt à développer ça. Et après, il y a des sujets un peu plus philosophiques de comment est-ce que tu cultives une culture du risque à l'échelle de la France. Enfin, comment est-ce que tu fais en sorte que les personnes, quand elles réfléchissent à ce qu'elles veulent faire dans leur vie, elles disent bah, tiens, l'entrepreneuriat, c'est peut-être quelque chose qui est intéressant pour moi. Et je pense que structurellement, aux États-Unis, par rapport à la France notamment, parce qu'aux Pays-Bas, c'est peut-être un peu différent, enfin, c'est différent dans les pays, mais cette culture du risque est la base de notre métier. Et s'il n'y a pas cette culture du risque, demain, il n'y a pas d'entrepreneur. Et demain, on n'est pas là. Ouais, moi, je pense qu'on a un vrai problème de risque, enfin, d'acceptation du risque et d'ambition. De toute façon, tu le vois, les Américains, ils appellent ça venture capital, et nous, on parle de capital risque. Moi, je considère qu'il n'y a aucun risque dans notre métier. En fait, le seul risque qu'on a, c'est de ne pas en prendre assez. C'est excellent. Je vais te voler ça. Tu peux, hein. Ça fait 10 ans que je le bassine, donc t'inquiète pas. Et puis c'est pas forcément de moi, hein. Mais en fait, je trouve que ça a été très mal traduit, et moi je me bats contre ça. Je considère qu'il n'y a pas de risque dans notre métier de venture capitaliste. C'est une très mauvaise traduction. Oui, t'as tout à fait raison. Et donc moi, c'est ce que je bassine à la longueur de podcasts et de conférences, etc. Ouais. C'est il faut que les Français et les Européens aient une culture du risque et une ambition plus forte. Et je pense que le degré d'ambition aussi, c'est un sujet de comment tu le crantes. Je pense qu'on avait le problème qu'on a eu nous en France, c'est peut-être l'Allemagne dans une certaine mesure en Europe, c'est qu'on a pensé qu'on était un marché conséquent à l'échelle de l'Europe, et que donc, du coup, on n'avait pas besoin d'adresser les marchés internationaux. Là où tu demandes à des Belges, des Israéliens, des Néerlandais, from day one, ils vont targeter les marchés internationaux. Et c'est quelque chose qui, aujourd'hui, on le voit avec les entrepreneurs qu'on accompagne. Et on parle de marché intégré, on parle, tu vois, d'Europe intégrée. La réalité, c'est que demain, tu veux faire un développement international, c'est peut-être plus simple de faire ton développement aux US après avoir fait la France que de faire l'Allemagne. Ça, c'est quelque chose qu'on voit, que je vois de plus en plus sur Génération It Yourself. Après, t'as des exceptions qui confirment cette règle. En effet, des gens qui se lancent, enfin, tu vois, Conto, qui vont se lancer sur des marchés, même Docto, et finalement, dans les plus belles licornes françaises, d'ailleurs, Penny Lane, qui auraient aucun intérêt à aller, même se coter au Nasdaq, etc., qui se feront peut-être racheter un jour par un Américain, ce qui, je pense, serait dommage d'ailleurs, mais peut-être ce qui arrivera de moins en moins d'ailleurs avec j'imagine, un État qui va peut-être préserver ce genre de choses, ou une politique, mais oui, je le regrette un peu, mais en l'occurrence, c'est le cas. Mais cette profondeur de marché, tu vois, par exemple, corréler ambition avec expansion internationale n'est pas forcément la bonne logique. Je pense que tu vois, tu demandes à Arthur de Penny Lane, ou tu demandes à Eleanor de Pigment, ou tu demandes à des acteurs qui eux, ont peut-être un ancrage local qui peut être plus fort. Tu penses la profondeur des marchés, des sujets ERP et CRM en France tout seul, tu peux faire une très belle boîte. Oui. Les sujets de compta, il y a zéro doute. On va parler à Jean-Michel Aulas. Oui, voilà, exactement. Ouais. Donc je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus. La question, c'est juste comment est-ce que tu te donnes les moyens de tes ambitions pour exécuter là-dessus. Et je pense que Arthur de Penny Lane en est un bon exemple. Il a levé beaucoup pour exécuter cette stratégie qui reste très française / européenne. Intéressant. On va bientôt se laisser, parce que sinon on va faire des podcasts trop longs et c'est pas bien.
Je voudrais quand même revenir sur un petit truc parce qu'on a tourné autour de ça. On a commencé sur la data, on a pas mal parlé après des people, de l'émotion et de finalement même dans cette ces modes ou ces différentes vagues. On a parlé de vagues. On se dit on se ressent sur les gens. Dans un autre podcast, j'ai reçu Sébastien Bazin, qui est assez surprenant pour un patron du CAC 40, qui dit moi je réfléchis avec mon bid, après ça remonte, donc voilà, beaucoup des décisions sont prises finalement dans le ventre où il y a beaucoup de neurones. Après c'est le cœur qui va choisir un peu les impacts sur les personnes, etc. Et dans le cerveau c'est juste quand, mais en fait quand ça arrive dans le cerveau la décision est déjà prise en fait quoi. Comment on navigue là-dedans aujourd'hui dans un monde qui se digitalise, qui se dataïse de plus en plus Est-ce que la part, c'est peut-être un peu plus philosophique, mais est-ce que la part de l'humain est finalement inexorablement, puisqu'on a commencé là-dedans, se réduit et on va essayer de tout comprendre ou à l'inverse, justement, ça s'agrandit parce qu'il y a des choses, notamment dans l'early stage, où on doit faire all-in sur l'équipe et sur l'émotion. Je pense que en venture, tu as toutes les raisons de dire non. Donc, si tu veux prendre de la donnée et avoir une raison de dire non, tu la trouveras. 100%. Et donc, du coup, sur cette base-là, à la fin, même si demain, tu vois, tu automatises le capital risque et que tu crées des investissements automatisés, les fondateurs et fondatrices chercheront des partenaires, en tout cas, c'est ma conviction personnelle, des partenaires qui sont autres que purement financiers. Et l'analyse de la décision financière peut, dans une certaine mesure, sûrement être automatisée, mais la capacité à se dire, tiens, je vais travailler avec toi pendant les 10 prochaines années, c'est pas quelque chose qu'un algorithme va être capable de faire. Et donc, je pense que la partie people et la capacité à se dire, ok, je suis conscient de tous ces risques, et malgré tous ces risques que j'identifie, je me dis, tu sais quoi, je pense que tu vas réussir à tabasser chacun de ces risques. C'est quelque chose qui, je pense, ne sera pas automatisé. La capacité à articuler une vision, la capacité à articuler la manière dont quelqu'un va accompagner une boîte, c'est quelque chose qui reste très humain. Et je pense que demain, même avec les meilleurs LLM, tu peux être au téléphone avec un LLM qui va t'articuler ça. C'est pas ça qui va te convaincre demain de travailler avec un fonds. J'aurais envie de peut-être espérer ou pas d'ailleurs, parce que justement, c'est ce qui fait la beauté de ce métier. Hein, mais tu vois, ça me fait remonter quelqu'un avec qui j'ai bossé, qui était un monstre d'exécution, quelqu'un qui vraiment avançait, un vrai bourrin passionné, etc., mais qui était très séducteur d'ailleurs dans chaque levée de fonds, etc. Mais dès qu'il avait levé des fonds, en fait, il t'oubliait, tu n'existais plus. Vraiment, mais choquant. Et ça, plusieurs personnes, moi je l'avais remarqué, plusieurs personnes me l'ont remonté après. Et donc certains sont même partis, sont sortis de la cap table en disant, mais c'est quoi ce type en fait quoi. Intéressant. Je pense qu'il y a différents archétypes de fondateurs, c'est que, et surtout tu le vois avec des repeat founders vs des first time founders, c'est que certains fondateurs et fondatrices vont chercher différentes choses à différents moments de leur parcours entrepreneurial. Et ce que certaines personnes disent, et je pense qu'il y a une certaine part de vérité là-dedans, c'est que les meilleurs fondateurs et fondatrices n'ont pas besoin de toi. Parce que le moment où ils vont te dire, tu vois, vas-y, j'ai envie que tu m'intro à quelqu'un, entre le moment où toi tu reçois ce message et tu lui fais l'intro, il va te dire, ah mais je me suis déjà débrouillé, j'ai déjà eu l'intro. Et donc, il y a une part de vérité là-dedans. Mais qu'est-ce que tu vas chercher quand tu accompagnes toi en tant que financier ou en tant qu'investisseur? Non, tu vas pas chercher de l'amour, c'est sûr, hein, probablement. Mais je veux dire, il y a un moment où il y a une différence entre faire une danse du ventre, montrer que tu vois, être à fond dans l'affect et du jour au lendemain, tu décroches plus le téléphone, littéralement, tu vois. Et en fait, il y a des moments où cette partie humaine, typiquement à lui, je pense que ça lui a coûté beaucoup plus qu'on ne le pense, qu'on pourrait l'établir. Et d'un autre côté, j'aurais envie de dire... je sais pas si vous avez testé un peu avec vos chats GPT, etc. Mais les tests de personnalité, les tests QI, les tests. Là, j'en ai fait un récemment sur vraiment des histoires de. C'est une copine qui est dans les podcasts qui s'appelle Clémentine Sarlat. C'est un truc beaucoup plus parentalité, émotion et couple. Et elle me donne un test. Je vais vous le retrouver pendant que vous faites la conclusion. Et c'est assez sharp sur qui tu es, comment tu bosses. Et on pourrait là, du coup, par de la data, peut-être très vite gagner. On en a déjà parlé avec Arnaud, mais comment mieux connaître les founders chez qui on investit mais potentiellement généré par de l'IA. Parce que là, c'est maintenant ChatGPT, s'il te connaît bien, va te le sortir. On doit pouvoir le twister, hein, mais. Moi, pour partager mon premier projet qui est plus secret, mais sur Lovable.
il y a 4 mois, j'ai fait un portail pour les tests de personnalité qui repose sur le Disc Force Motrice. Oui. Projet que j'ai arrêté parce que Lovable, ChatGPT, etc. m'avaient pas donné satisfaction, si tu veux, sur le produit final. Et il se trouve qu'il y a 3-4 semaines, Augustin vient me voir et il me dit « Oh, regarde, ce week-end, j'ai fait Build Your Term Sheet parce qu'on avait eu une discussion avec un fondateur qui, si tu veux, était stressé des termes, et on a eu cette discussion en équipe de dire mais comment ça se fait que le fondateur est stressé parce que c'est first time fondateur, machin, etc. Et on a dit on n'a pas été bon, enfin tu vois, nous on a dit on l'appelle et on déroule la term sheet avec lui et on fait un peu de pédagogie. Et typiquement on a dit en fait maintenant avec des outils comme Lovable, etc. on va expliquer, on va lui permettre de la construire, on va faire un outil pédagogique. Et Augustin m'a remis dans Lovable et je suis en train de finir ce projet là parce que entre temps ça a évolué. Donc si tu veux, moi j'entends et je suis vraiment en phase avec ce que tu dis, Matt, c'est-à-dire que je pense qu'on va avoir de plus en plus d'outils pour faire notre métier de VC et avoir de la data qu'on avait de façon intuitive via nos tripes, etc. Et ça va être un peu plus factuel. Tu vois, moi je suis un profil rouge sur le Disc Force Motrice, Augustin c'est un profil bleu, etc. Donc ça va nous aider, ça va être une aide à la décision, etc. Mais tu vas quand même toujours garder ce truc-là où moi quand j'ai des espèces de machines face à moi, où je sens un pitch très mécanique, notamment sur des repeat entrepreneurs, où tu dis grosso modo le mec effectivement il aura pas besoin de moi, il va dérouler son plan, etc. Et il va rien écouter. Et tu vois, après c'est là où t'es conscient de l'image globale de la boîte. Et en ton âme et conscience, tu prends ta décision d'investissement ou de pas investir, quoi. Antoine, la boîte idéale là que tu cherches là, qu'est-ce qui t'écrit quoi? Boîte idéale. Le prochain chèque. Là, je passe un peu de temps sur modèle contexte protocole d'Anthropic, essayer de voir comment est-ce que ça peut être quelque chose qui pourrait être utile pour faciliter tout ce qui est intégration avec tous les outils qui existent avec des LLM. S'il y a des personnes intelligentes qui réfléchissent à ça, je suis toujours ravi d'en parler. Après, la boîte idéale, encore une fois, c'est des fondateurs ou des fondatrices qui sont obsédés par un problème, qui ont une capacité à s'entourer et qui réfléchissent profondément à ce qu'ils veulent créer. Donc moi, si j'ai ces trois sujets-là, ça revient sur les vagues. Ça peut être sur un sujet que je maîtrise pas. Je ramènerai quelqu'un dans l'équipe qui est très compétent là-dessus en plus et on échangera. On te l'envoie où? Antoine@lsvp.com. Très bien, ça c'est fait. Et puis on te suit sur LinkedIn. Je vois que tu as quand même une belle communauté. Tu as plus de 10 000 followers. C'est beaucoup. Tu postes énormément? Je poste. Ouais, non, je peux partager un truc. En fait, j'ai écrit à Antoine pour enregistrer ce podcast avec lui parce que je lui ai dit texto et désolé de la vulgarité. Mon fil LinkedIn, c'est beaucoup de merde. Et en fait, t'es un des rares mecs qui publie des trucs vraiment... Le melon que j'ai eu pendant une semaine. Non, mais vraiment intelligent, qui m'intéresse, qui positionne l'Europe comme pas une alternative, mais un vrai marché où il y a... En fait, donc moi, finalement, j'ai vraiment eu envie de développer ma relation avec toi en tant que personne, en tant qu'investisseur, co-investisseur demain. Et c'est très sincère, hein, parce que j'ai vu en toi, et il y a déjà un moment... quelqu'un dont je partage les convictions, les valeurs, la thèse, l'approche de l'investissement. Et en fait, c'est bien. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se freinent trop sur ce qu'ils publient sur LinkedIn, qui s'auto-censurent. Et toi, t'as pas ça. T'es toi-même, t'es authentique. Et je pense que sur ce podcast OVNI, on a que quelques milliers d'auditeurs, on invite surtout des gens pour passer un moment avec eux, se faire plaisir. Et pour donner les coulisses de notre création de fonds, de sociétés de gestion. Et quand on regardera ce contenu dans 3-4 ans, peut-être qu'on aura fait un deal avec Antoine et que ça aura été une première pierre qu'on aura mis sur ce chemin-là, quoi. Je pense que vous, mieux que personne, vous comprenez la valeur de mettre des choses à l'écrit ou de mettre des choses à l'oral et de faire en sorte que vous puissiez y faire référence. Moi, je pense que sur ces sujets de contenu, de manière générale, j'ai un blog, mais où je suis bien moins présent. Je sais pas, je vais poster 2 ou 3 choses par an dessus et qui vont être des formats plus longs. Je pense que quand tu organises des petites idées et que tout d'un coup tu as un petit aha, moi ce que j'aime à dire, c'est que quand tu répètes quelque chose 3 fois avec différentes personnes, c'est le moment où il faut le mettre à l'écrit. C'est qu'en fait, si tu l'as répété 3 fois, c'est sûrement que tu penses que c'est quelque chose de pertinent à partager et qui bénéficierait à plus de monde. Tout à fait. À l'écrit, c'est très bien. En vidéo, c'est possible aussi, d'ailleurs, j'y pense. Mais tu vois, vous pouvez le faire dans tous les sens. Tu sais, je me suis dit, ça, là, récemment, ça dépend du médium. Moi, j'aime bien les deux. Hein. J'écris toutes les semaines pour ma newsletter.
Alors toutes les semaines, il est un peu chelou par rapport à tous 3-4 fois par an parce qu'il y a une forme de contrainte que tu t'imposes et il y a des semaines tu dis waouh, qu'est-ce que je vais dire, et tu dis peut-être des choses moins intéressantes, et à la fois c'est un exercice. Comment tu pensais ça toi, cette rigueur là? Parce que moi j'ai eu cette conversation quand je me suis lancé avec un autre investisseur qui lui se tient à toutes les 1 ou 2 semaines. Et je disais, moi, le problème, ma peur, c'est que j'ai pas envie de me forcer à faire quelque chose que je pense qui est pas au niveau des autres choses que j'ai pu faire. Mais je comprends encore une fois les reps, tu vois. Il y a des moments où t'es moins fort, faut aussi l'accepter. Tu te mets à nu, tu t'exposes et c'est dur, hein, parce que en fait t'es jugé et qu'il y a des gens, tu vois, moi je sais pas, j'ai des Mathieu Chabran de Tikeo qui de temps en temps me répond à ma newsletter, et quand j'envoie un truc et je me dis tiens, cette semaine c'est pas fou, je me dis putain, qu'est-ce qu'il va en penser, tu vois, ça fout un peu les boules. Et il y en a d'autres, hein, j'ai des gros noms, et à la fois je me dis mais j'aime l'exercice. 2, alors il y a un truc que je fais plus parce que j'ai fait trop de courses à pied récemment, mais je me posais le dimanche matin et j'avais pris un temps avec moi-même pour écrire. J'envoyais à tout le monde, tant pis, tant mieux. C'était ton build-in public, tu mets à l'écrit tes réflexions, et après s'il y en a qui veulent les lire, tant mieux. Et donc voilà, et donc ça c'est vraiment quelque chose que j'aimais. Une fois de temps en temps, tu fais des choses aussi super bien. Et une fois de temps en temps, dans cet exercice, t'as eu ta réflexion de la semaine, le truc. Ce week-end, typiquement, vous avez regardé le truc de Paperclip, là, l'usine à trombone? Ça vous parle pas? Par rapport à l'IA? Ouais. Vous l'avez regardé le documentaire, le 40 minutes, non? Ouais, il y en a un qui est sorti il y a quoi, il y a 3 mois? Ouais, ça. Ouais, c'est ça. Tu l'as vu? Je l'ai vu. T'as joué au truc de Paperclip? Ouais, je l'ai vu. Tu t'as essayé? C'est un jeu vidéo sur l'idée que Paperclip, c'est un peu sur le AGI, et que demain, si tu mets les mauvaises incentives dans un modèle, si tu codes les mauvaises incentives dans un modèle d'IA, tu vas avoir une usine de Paperclip qui va dominer le monde. Mais en fait, quand tu joues au jeu, faut regarder un peu le truc et jouer au jeu. C'est très visuel, ouais. Non, mais le jeu, moi j'y ai passé 2 jours derrière, c'est affreux. C'est affreux. Et en fait, non mais c'est ça que tu fais depuis tout à l'heure. Je l'ai fini. En fait, non. Il te pose la question comment tu organises ton temps. Mais moi j'ai vu sa newsletter, je l'ai mis dans mon dossier Mathieu Stéphanie. Je me suis dit ce truc-là jamais. Non, mais en fait c'est en plus là j'y joue plus, hein, je vous rassure. Mais en fait parce qu'en plus fort heureusement ils le finissent à un moment. Mais c'est marrant, je le montre à mes 2 garçons. Ma fille s'en foutait, très drôle d'ailleurs. Et mais les deux. Visuellement c'est assez parlant. Ah ouais. Et donc bon, et ça te parle d'ailleurs sur l'IA beaucoup. Je vous recommande, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que ce truc, même s'il était un peu old, tu vois, t'as dit il a 2-3 mois. En effet, je l'avais pas vu. Mais 2-3 mois, on en parle comme si c'était il y a 10 ans maintenant. Exactement. Alors qu'en fait, il y a plein de gens, il y a 2-3 mois, c'est toujours aussi relevant, c'est très pertinent. Et moi, je vois la traînée de poudre que ça a eu dans ma communauté, le nombre de personnes qui ont regardé, parce que je suis très IA enthousiaste, qui se disent ah oui, ça permet de se poser un peu en perspective, etc. Moi, j'aime bien être contrariant dans tout ça. Chakra, exactement. Et le nombre de personnes qui m'ont dit 2 jours après, mec, putain, ce jeu. Tu fais chier parce que j'en peux plus. Je leur dis mais j'en suis sorti, c'est bon, j'ai arrêté ma dépendance. Mais c'est drôle, tu vois. Donc c'est le moment où tu peux te dire et moi ça m'arrive très peu de fois, mais quand ça m'arrive une fois suffit pour me relancer pour les 20 prochaines. Quelqu'un qui t'envoie un message qui te dit comme toi Arnaud d'ailleurs, hein, en mode bah tiens c'est cool, et donc ça te redonne le jus pour continuer dans les moments où t'as un peu une sorte de. Mais dans ces moments-là, faut vraiment se battre. C'est super important. Quand tu produis du contenu, faut se battre pour continuer parce qu'en fait t'as des moments de vérité. Moi je fais presque plus que ça et qui sont tellement incroyables. Bon, je dois vous laisser moi parce que j'ai rendez-vous dans 1 minute, pas ici. On reste fidèle à la règle. Okay. On produit entre midi et 2 en fin de journée. Et on fait ça justement pour notre communauté, pour continuer à construire un public et partager les coulisses de notre métier qui sont pour certains pas toujours accessibles. Merci beaucoup Antoine d'avoir pris le temps, ravi d'avoir partagé ce moment-là. Merci, avec toi. On te suit tous sur LinkedIn, je t'ai ajouté moi et puis il faut qu'on trouve les moyens, je me disais que tout ça tu vas nous aider un peu avec ta communauté aussi, mais qu'on fasse aussi grossir ce podcast un peu par rapport aux autres des miens qui est trop petit, parce que je trouve que une bonne partie de ces conversations n'a pas l'audience qu'elle mérite, mais on va y arriver. Je sais pas si t'en as déjà. Exactement. Ok, top. Clairement. Merci les gars. À plus. Salut. À bientôt. Ciao.